Rebonjour. Alors, on est très heureux d'accueillir Camille Brunel pour cette intervention sur Coco le gorille qui parle de Barbet Schroeder. Donc, Camille est critique de cinéma, accessoirement ancien professeur de lettres en collège et au lycée. Et il va aborder le film sous l'angle de l'antispécisme. Alors je vais lui laisser tout de suite la parole pour qu'il nous explique de quoi il retourne exactement. Voilà, et bonne intervention Camille. Merci Suzanne, et merci le réseau 93 aussi pour l'invitation. Je monte, je m'installe. On va commencer assez vite par un extrait. Ouais, ah oui, il y a le balcon, c'est ça. Ok, donc je m'assois. Alors, Coco le gorille, qui est un documentaire de Barbet Schroeder sorti en 78 et tourné dans les 2 années qui ont précédé du coup. Ça va avoir un grand avantage, je pense, auprès des élèves, puisqu'ils ont toujours tendance à être très étonnés quand ils se rendent compte que les auteurs qu'on étudie sont encore vivants. Les élèves ont toujours tendance enfin dans ma mémoire en tout cas, à assimiler les auteurs qu'on étudie en classe à des gens plutôt morts, ce qui est une extrapolation assez compréhensive, mais là, dans le cas de Coco, en tout cas, on a un réalisateur encore vivant et des acteurs encore vivants, parce qu'il faut bien se souvenir que Coco est encore vivante en ce moment. C'est une vieille dame, elle a 45 ans. Les gorilles vivent à peu près 30 ans à l'état sauvage, jusqu'à 50 ans en captivité. Donc là, c'est pas exact, c'est de la captivité relative, disons, puisque évidemment Penny Patterson fait très attention à pas enfermer sa protégée, j'ai envie de dire. Au mois d'août, là récemment, Coco était, enfin, il y a une nouvelle vidéo de la Gorilla Foundation, qui est l'association de Penny Patterson, qui a été publiée sur YouTube, où on voit Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, jouer de la guitare à côté de Coco. C'était il y a 1 mois, quoi. Donc on voit cette immense gorille, gorille des plaines, donc, qui joue à produire des sons avec la guitare. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que donc on va aborder la question plutôt que de parler du documentaire, de est-ce que dans quelle mesure c'est une fiction, dans quelle mesure c'est mis en scène, etc. Je préférerais vous parler de ce que ça dit du rapport de l'homme à l'animal et de la lecture qu'on peut faire de Coco le gorille aujourd'hui en 2016. À la lumière de ce qui a été découvert sur les animaux depuis non seulement 1978, mais aussi 2000, et à la lumière de ce qu'on découvre en permanence encore aujourd'hui, grâce notamment à des expériences comme celle de Penny Patterson et Coco. Ce qui me conduit du coup à évoquer le documentaire sous l'angle de l'antispécisme. Alors je reviendrai un peu plus tard sur chose que c'est, je donnerai une définition un peu plus précise tout à l'heure. On va regarder tout de suite un extrait. Alors, juste, où est le VLC? Où est la liste des extraits? Help. Enfin, et donc, pour mettre en lumière le documentaire et le mettre en relation avec quelque chose de contemporain, on travaillera sur la planète des singes aussi, sur les parallèles qu'on peut dresser entre le documentaire de Barbet Schroeder sorti en 78 et la planète des singes, mais donc pas le Planète des singes de 1968, qui est donc un film qui avait été conçu en lien avec les préjugés sur les animaux des années 60, donc quelque chose qui a quand même qui est plus tout récent, et on va plutôt travailler sur les reboots de la planète des singes, c'est-à-dire les nouveaux planètes des singes qui sont sortis très récemment. Il y en a eu un qui est sorti en 2011, qui s'appelle La planète des singes, les origines, Rise of the Planet of the Apes en anglais, et La planète des singes, l'affrontement, qui est sorti en 2014, Dawn of the Planet of the Apes en anglais. Alors tout de suite un extrait où on voit ce qui se passe un peu dans les années 70, comment ça fonctionnait et ce qui peut avoir changé aujourd'hui. Donc on voit ici, on est à peu près à une vingtaine de minutes du film, on voit comment Penny Patterson travaille avec Coco, c'est-à-dire qu'elle est obligée de sortir une énorme caméra pour travailler avec Coco, une caméra qu'elle peut du coup sortir que 2 fois par semaine, enfin ils vont vous expliquer tout ça. Et dans cet extrait, faites très attention, à un moment donné, Coco regarde la caméra. Et c'est déjà quelque chose d'un petit peu d'assez nouveau. Il faut se souvenir que dans les années 70, le rapport à l'animal change beaucoup. Les lignes commencent à trembler à ce moment-là. Les textes, le mot d'antispécisme apparaît dans les années 70. Et
juste avant, en 68, vous aviez eu la planète des singes, et la même année, 2001, Odyssée de l'espace, dans lequel il y avait aussi un regard caméra assez connu, qui est le regard caméra de la panthère. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2001 Odyssée de l'espace. À un moment donné, on a la panthère qui regarde la caméra et ses yeux reflètent la lumière de la caméra, en fait. Et ça donne une impression d'animal mystique, un peu distant, impressionnant et inaccessible, en fait. Cette image de l'animal qui renvoie la lumière, de l'animal impénétrable, va avec, dans 2001 Odyssée de l'espace, l'image du singe, qui est l'animal dont on va s'élever, puisque souvenez-vous, dans 2001 Odyssée de l'espace, le singe jette l'os en l'air, puis l'os se transforme en vaisseau spatial, et puis ensuite on continue d'évoluer de l'humain vers l'intelligence artificielle, etc. Donc il y a vraiment l'idée dans 2001 Odyssée de l'espace qu'il y a le singe en dessous, l'homme au-dessus, l'intelligence artificielle encore au-dessus. Dans Coco, il se passe ce truc, c'est évidemment un hasard, mais vous allez voir que ça concorde assez bien avec le reste, de Coco qui regarde la caméra, sauf que ses yeux ne renvoient absolument pas la lumière comme dans 2001 c'est de l'espace. Elle regarde et on est vraiment avec elle, on voit limite le fond de ses yeux. Bon, je vous passe cet extrait et après je reviendrai plus précisément sur le contexte historique et l'antispécisme. C'est parti. Alors, ce qui est intéressant ici, outre ce regard caméra assez intimidant, c'est la taille de la caméra. La caméra va être un outil absolument fondamental dans la modification des rapports de l'homme à l'animal. C'est-à-dire que ici, si on commence à découvrir qu'il y a quelqu'un dans Coco, que Coco peut parler, c'est parce que Schroeder a amené sa caméra et qu'il en a fait un film. Si on a commencé à y croire, c'est parce que Penny Patterson a cette énorme caméra qu'elle filme. Il y avait déjà eu des tentatives d'apprendre à parler aux singes avec le langage des signes au début du XXe siècle. Évidemment, ça avait été moins popularisé et on avait beaucoup plus de mal à le croire, bien sûr, parce que quand on raconte qu'un singe peut parler en langage des signes, si vous ne pouvez pas le voir, vous ne le croirez pas, en fait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore. La caméra est devenue un outil très important dans la révélation de ce que sont les animaux. Quand vous étiez, je sais pas, au Moyen-Âge ou à l'Antiquité grecque, ce genre de choses, on voyait des baleines, on racontait que c'était des monstres, évidemment que tout le monde y croyait. Depuis qu'on peut aller mettre des caméras sous l'eau, qu'on peut s'approcher des baleines, qu'on a les caméras numériques qui permettent de montrer l'intérieur, de montrer leurs yeux, de les filmer de loin, on se rapproche de leur réalité grâce à cet outil-là. Donc on voit que dans les années 70, ça commence à bouger avec cette énorme caméra. Et aujourd'hui, c'est encore vrai, notamment dans le cas... Alors, Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre assez connu, explique que ça a fonctionné comme ça pour les enfants aussi. C'est-à-dire que jusque dans les années 50, je crois, c'est peut-être même les années 60, on partait du principe que les nourrissons ne pouvaient pas souffrir, parce qu'ils ne pouvaient pas verbaliser la douleur. Donc on opérait les nourrissons des végétations où on leur remettait les os sans anesthésie. Donc ça leur faisait évidemment extrêmement mal. Et un collègue de Cyrulnik, pour révéler la réalité de la douleur des bébés qui étaient opérés comme ça, a utilisé une caméra. Il a filmé les observations et il a montré les expressions du visage des bébés. Et via l'image, grâce à la caméra, il a démontré qu'il y avait quelque chose ici. Et depuis, on endort les bébés, évidemment. C'est un peu ce qui se passe avec tous les scandales des abattoirs qui se renouvellent en ce moment, il y en a un tous les 6 mois. C'est parce qu'on peut désormais faire entrer des caméras dans des endroits où jusqu'à présent on avait juste des rapports, des choses écrites. Et évidemment, un agneau qui se prend un pieu dans la tête, ça sera toujours moins violent sur un rapport que filmé par une caméra numérique. Et là, récemment, on voit que ça bouge aussi parce que grâce au numérique, on n'a plus la contrainte de la durée. On peut enregistrer pendant des heures et des heures et des heures. Alors que Penny, vous voyez bien ici, elle peut filmer Coco 2 fois par semaine. Elle a une bande, un temps de film très défini. Aujourd'hui, on peut filmer autant qu'on veut. Et là, j'ai vu ça il y a pas très longtemps du tout. Des chercheurs ont posé des caméras au fond de l'eau et ont tourné pendant 20 heures sans discontinuer, si bien qu'ils ont pu étudier la façon dont les poulpes interagissent entre eux. Vous savez que c'est des céphalopodes extrêmement intelligents qui peuvent ouvrir, résoudre des problèmes, ouvrir des bouteilles, s'infiltrer dedans, changer de couleur, enfin ce genre de choses. Et la couleur est indépendante de leur intelligence. Disons qu'on a vu qu'ils pouvaient résoudre des problèmes. Et là, avec cette caméra sous l'eau, une caméra numérique qui tourne pendant 20 heures, on découvre de nouvelles choses sur leurs relations sociales. Dans les années 70, on est encore donc au balbutiement de ça. Donc à l'époque, Penny Patterson est une jeune psychiatre. Elle fait des études à Stanford, donc en Californie. Donc c'est pas une éthologue, elle travaille pas sur les animaux en particulier, elle travaille sur la psychologie.
Et elle est très jeune, elle a 27-28 ans. Et Coco, elle est née au zoo de San Francisco et elle a 6 ans à ce moment-là. Donc évidemment, quand on voit le film, quand on voit Coco en 1978, spontanément, nous humains, habitués à lire les visages et à évaluer l'âge des humains en fonction des traits humains, on a plutôt l'impression que c'est une vieille dame parce qu'elle a le visage ridé. Non, non, Coco est une petite fille, en fait, dans ce documentaire, de 6 ans. Et, et donc, elle est adoptée. À l'époque où Schroeder tourne le film, c'est pas encore très légal. C'est-à-dire que c'est le zoo qui accepte de prêter le singe, exactement comme on prête une voiture, quoi, à Penny Patterson. Et Schroeder raconte qu'à l'époque, Penny Patterson envisageait de kidnapper Coco, c'est-à-dire de se sauver avec, pour empêcher les directeurs du zoo de récupérer Coco et de la remettre dans son enclos, qu'on voit à un moment du film, que je vous passerai tout à l'heure, qui est un truc absolument bétonné, enfin déprimant au possible. Les années 70, pour replacer le contexte historique, et qui justifie aussi que cette jeune étudiante s'intéresse à un gorille, c'est la période de Dian Fossey, c'est l'âge d'or de Dian Fossey. Dian Fossey, que vous connaissez grâce au film de Sigourney Weaver, Gorille dans la brume. En fait, elle n'était pas la seule à étudier les primates à ce moment-là. Il y a une sorte de petite triade capitoline comme ça, constituée de 3 femmes, qu'on appelle les anges de Leakey, ou alors les trimates. Il y a un jeu de mots, parce qu'elles sont 3 et elles étudient les primates. Et Leakey, c'est le nom de l'anthropologue qui va demander à ces jeunes étudiantes d'aller étudier les singes à l'état sauvage. Donc il y a Dian Fossey qui va partir étudier les gorilles, et qui sera donc la première humaine, enfin voilà, à toucher un gorille. Il y a cette photo assez célèbre où on la voit prendre la main d'un gorille sauvage. Il envoie aussi Jane Goodall, qu'on connaît, qui continue de faire des vidéos en ce moment, qui est donc une vieille dame aussi. Jane Goodall, qui elle se spécialise dans l'étude des chimpanzés. Et il y en a une troisième qui est un peu moins célèbre, qui est encore vivante aujourd'hui aussi, et qui s'appelle Birute Galdikas, et qui elle a étudié les orang-outans. Et donc ces 3 femmes ont fait exploser les découvertes sur les singes. C'est-à-dire que quand ce que c'est le directeur du zoo qu'on voit dans Coco, quand on le voit à un moment donné, je passerai l'extrait tout à l'heure, dire oui mais à l'état naturel les gorilles font ci, font ça, machin, il en sait que dalle. Il ne sait pas ce qui se passe à l'état naturel. On était tout juste en train de commencer à se dire peut-être bien que les singes qui vivent dans leur état naturel ne se comportent pas comme avec les humains. Donc comme on sait, Dian Fossey, elle, a été assassinée dans les années 80 et les Goodall et Birute Galdikas continuent de travailler. Penny Patterson, elle, c'est un peu l'outsider, elle est un peu en dehors de tout ça puisqu'elle fait cette chose qui est a priori pas très scientifique, de chercher à enseigner le langage des signes à un gorille, mais qui est aussi une manière en fait de partir du principe que ce qu'on croit savoir sur les gorilles est en fait complètement erroné et qu'on a encore des choses à découvrir sur eux. Oui. Ça s'est éteint, c'est ça. Alors, les années 70 marquent aussi du coup un intérêt pour les primates. Comme ça, on redécouvre des choses sur eux. Vous avez Frederick Wiseman, qui est un très grand documentariste, encore vivant aujourd'hui, qui continue de travailler, qui tourne en 1974, Primates, tourné dans un laboratoire de recherche qui utilise les primates justement pour découvrir des choses sur les humains, puisque c'est une des grandes marottes des chercheurs en ce moment, c'est de se dire l'humain est, et c'est encore le truc à la 2001 de l'espace, l'homme descend du singe, donc en découvrant des trucs sur les singes, on découvrira des trucs sur les humains d'avant, ce qui est évidemment une mauvaise lecture de la théorie de l'évolution, qui ne dit pas que l'homme descend du singe, mais qu'on est cousins et qu'on a un ancêtre commun. Mais il y a encore ce truc très prégnant chez les scientifiques, que, en gros, ce que savent faire les singes de 2016, d'aujourd'hui, correspond à ce que savaient faire les humains il y a 50 000, 60 000 ans. Et donc Wiseman fait ce documentaire en 1974 dans un centre de recherche, qui est un film extrêmement violent, extrêmement dur. Wiseman, sa particularité, c'est de filmer les choses sans juger, de façon totalement neutre. Et donc ici, on le voit filmer de façon neutre, comment on attache un orang-outan, il y a des scènes de vivisection, de dissection, c'est extrêmement dur comme film, et franchement révoltant. Et à ce moment-là, donc, le film de Wiseman correspond à une sensibilité naissante pour les orang-outans, puisque Wiseman révèle que, en gros, quand vous attachez un orang-outan à une table pour l'opérer, il crie exactement comme crierait un humain, quoi. C'est-à-dire de peur, d'incompréhension. Voilà.
Et du coup, dans les années 70, vous avez un courant de philosophie qui va apparaître, qui est l'antispécisme. Alors, le mot est fondé par un philosophe australien et un collègue anglais qui travaille à Oxford. Le philosophe australien, c'est Peter Singer. Et l'essai qu'il va publier et qui donc va vulgariser le terme d'antispécisme s'appelle La libération animale. Ça date de 1975 et c'est la pierre fondatrice de ce qu'on appelle l'animalisme aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui consiste à militer pour la reconnaissance des droits des animaux et défendre en fait les intérêts des animaux pour des raisons qui leur sont propres et non pas pour des raisons annexes que vont leur prêter les humains. Par exemple, on ne va pas tuer les chevaux parce que c'est des animaux nobles, on ne va pas tuer les chats parce qu'ils sont mignons, et ça c'est des raisons finalement spécistes, c'est-à-dire qu'elles partent du principe qu'on peut discriminer le traitement d'un individu parce qu'il appartient à une espèce, à telle espèce donnée. Donc Peter Singer identifie ce truc qui est les humains ne traitent pas tous les animaux de la même manière. Sur le modèle du sexisme et du racisme, ils fondent le néologisme de spécisme, de façon assez logique. Les vaches, on les tue, les cochons, on les tue, les chiens, non, les chats, non. Pourquoi ? Est-ce que ça se tient rationnellement ? Et démontrant dans la première partie de la libération animale que c'est assez difficile, voire impossible à défendre rationnellement, ils fondent le concept d'antispécisme. Et explique donc qu'on peut défendre les animaux, non pas pour des raisons annexes, mais parce qu'ils ont des intérêts qui leur sont propres. Et ce qu'ils appellent les intérêts qui leur sont propres, c'est-à-dire l'intérêt à vivre, l'intérêt à ne pas souffrir, et ils fondent cette notion-là sur une autre notion annexe, qui est la notion de sentience, et qui est en fait la capacité pour un être vivant de formuler des désirs, de formuler une volonté, d'avoir des perceptions qui lui sont propres. Ce qui justifie que Peter Singer se mette à défendre les droits des animaux et non pas les droits des pissenlits ou des cailloux. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment qu'il y a des êtres qui ont une volonté, qui ont une capacité à souffrir, à analyser, à percevoir des perceptions qui leur sont propres, à percevoir leur douleur, et qu'en tant que tel, on doit défendre les intérêts de ces êtres-là. J'avais un extrait d'ailleurs de Peter Singer ici, qui est très clair. Voilà. L'égalité, il explique que l'égalité n'est pas en fait quelque chose de factuel entre les hommes. Il explique que l'égalité, c'est quelque chose qui est fondé de droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous également forts, on n'est pas tous également intelligents, on n'est pas tous. Mais quelle que soit l'intelligence ou la force d'un être humain, il aura les mêmes droits que les autres. Et donc il explique que puisque l'égalité est quelque chose qu'on accorde de droits aux humains, on pourrait l'accorder de droits aux animaux, indépendamment de ce qu'ils peuvent faire. Et ça donne ça. L'égalité est une notion morale et non une simple affirmation de fait. Il n'y a pas de raison logique qui impose de faire découler d'une différence de fait dans les capacités que possèdent deux personnes, une différence quelconque dans la quantité de considération que nous devons porter à la satisfaction de leurs besoins et intérêts. Et du coup, pour illustrer ce contre quoi Peter Singer, ce à quoi il s'oppose, je vais vous passer un extrait de l'interview du directeur du zoo qu'on voit à un moment donné dans Coco. Et donc ce directeur est quelqu'un de spéciste, c'est-à-dire qu'il pense que parce que les gorilles sont des gorilles, on peut les enfermer, on peut les traiter d'une façon très particulière. Il est par exemple persuadé qu'à un moment donné, on le voit, que les gorilles peuvent être prêtés comme des choses. Faites très attention, à la fin, il y a un lapsus, c'est assez amusant. À un moment donné, Schröder lui dit mais si jamais Penny Patterson se sauvait avec l'animal, qu'est-ce que vous feriez ? Et vous allez voir, à un moment donné, il dit yeah, it's our property. Mais il se retient de dire property parce qu'il sent qu'il va passer pour le méchant s'il dit que le singe est sa propriété. Donc il s'arrête et il dit it's our right to an animal. Regardez bien. It was our right. Bref, ce qui est intéressant ici, c'est que cet homme a évidemment bon dos, puisqu'il parle de laisser les gorilles dans leur habitat naturel, il ne faut pas y toucher, il faut les laisser tranquilles. Et Schröder, qui prend sous ses airs de documentariste plutôt neutre, prend évidemment, se pose contre ce qu'il vient de dire, puisqu'il vous montre dans l'instant un gorille qui a l'air complètement, qui se cache les yeux, qui est une sorte d'escalier blanc et sale, et qui montre bien qu'en fait, cette façon qu'a le directeur de zoo de défendre
le fait qu'on laisse les gorilles à l'état naturel est en fait une façon de maintenir ce que Peter Singer appelle, et ce que j'appelle aussi, en fait une barrière spéciste, c'est-à-dire nous d'un côté de la barrière, les gorilles de l'autre, et pas touche, on mélange pas, on laisse bien fermer. Le film de la planète je vais m'intéresser au deuxième épisode de La planète des singes qui a été fait en 2014. En fait, il y a eu 2 épisodes quand ils ont relancé la saga. Un premier épisode en 2011 où il y a des humains partout et le docteur joué par James Franco apprend le langage des signes à un chimpanzé qui s'appelle César. Le chimpanzé qui s'appelle César devient excessivement intelligent, il y a les humains jouent avec le feu, diffusent un virus qui décime l'humanité, et à terme il ne reste plus que les singes capables de parler en langage des signes. Et du coup dans le deuxième épisode, les hommes sont devenus minoritaires sur Terre, et les chimpanzés se sont constitués en communautés autonomes. Et autant le premier épisode de 2011 est vraiment une histoire de libération animale, où on voit comment les humains traitent les singes et comment les singes arrivent à s'enfuir à la fin, en passant le pont de San Francisco, qui est un pont très symbolique, où ils retournent de la ville où ils étaient asservis dans la forêt, où ils retrouvent leur liberté. Le deuxième film est beaucoup plus quelque chose sur ce qu'on projette sur les singes. C'est-à-dire que le deuxième film commence sur une scène où les singes chassent. On sait que les chimpanzés sont capables de chasser à l'état sauvage, mais ici, le deuxième film commence sur une scène où les singes se coordonnent, où ils chassent les cerfs avec des lances. Donc on a vraiment l'impression que les singes sont en train de refaire les erreurs que faisaient les humains de l'autre côté du pont, d'une certaine manière. Et du coup, dans ce deuxième épisode de 2014, on a une scène où les singes aussi sont spécistes, où en fait on plaque sur les singes les erreurs qu'ont fait les humains, et évidemment dans la version de la planète des singes de 2014, le spécisme est identifié comme une erreur. Et vous avez cette discussion entre les singes qui du coup veulent se débarrasser des humains. Vous voyez que c'est pas la même ambiance que dans le zoo d'ailleurs que de Coco. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le cadre d'une fiction où les singes parlent en langage des signes entre eux, exactement comme Coco avec Penny Patterson. Donc ça, c'est quelque chose qui, en 1968, l'année 2001, l'Odyssée de l'espace, avant les années 70, était complètement... c'était une chose qu'on n'imaginait pas, puisque les singes, dans la planète des singes, parlent entre eux comme les humains. Et donc dans la planète des singes de 1968, l'idée c'est que Charlton Heston, qui est l'humain, se retrouve dans la position des singes aujourd'hui. Donc on pourrait imaginer que il aurait pu s'exprimer en langage des signes aussi pour être compris, puisque Charlton Heston est muet dans la planète des singes. Au début de la planète des singes de 1968, il se prend une balle dans la gorge qui l'empêche de parler. C'est ce qui fait de lui vraiment un animal au milieu des singes, parce qu'il ne peut plus s'exprimer. Il ne s'exprime pas en langage des signes dans le film de 68, il s'exprime en écrivant sur des morceaux de papier. C'était avant qu'on imagine, grâce au film de Schröder, qu'en fait, on pouvait, dans la position de l'animal muet, s'exprimer en langage des signes. Donc, en 68, vous avez le personnage muet qui s'exprime avec des morceaux de papier, et on est dans une fiction. Vous avez le documentaire qui est passé par là, donc Schröder, qui montre que le personnage muet qu'est Coco peut s'exprimer en langage des signes. Et la fiction a récupéré ça en 2014, montrant que les singes peuvent communiquer en langage des signes aussi, tout en restant muets. Ce qui se passe au moment de Coco, c'est donc qu'on s'intéresse vraiment aux animaux. On va s'intéresser, on va regarder les animaux pour ce qu'ils sont, et non plus pour... On va essayer d'aller au-delà des clichés qu'on avait d'eux. Les grandes découvertes qui vont faire trembler les frontières immémoriales entre l'homme et le singe, c'est par exemple que Coco a conscience de la mort. C'est quelque chose dont on imaginait que c'était le propre de l'homme pendant très longtemps, et même si on s'imaginait qu'il y avait des cimetières d'éléphants, on savait plus ou moins que les éléphants retournaient à l'endroit où leurs proches étaient morts, ce qui avait donné lieu à cette idée que les éléphants avaient une mémoire exceptionnelle, comme si les éléphants étaient les seuls à avoir une mémoire exceptionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on essaie de caricaturer en quelque sorte des espèces animales. On se rend compte grâce à Penny Patterson, grâce à Coco, que Coco a conscience de la mort. Penny Patterson l'a découvert très vite, ça a été publié il n'y a pas longtemps dans un journal. Un journaliste qui est allé étudier Coco et Penny et pose cette question-là. Et on montre un oiseau mort à Coco et on lui dit mais lui il est vivant ou il est mort? Et donc Coco qui maîtrise, oui je vous l'ai pas dit, elle maîtrise un peu plus de 1000 signes. C'est énorme. C'est-à-dire que nous, on maîtrise même pas un dixième de ce qu'elle maîtrise, elle, en langage des signes.
C'est d'ailleurs une des choses les plus troublantes avec Coco, c'est que ça nous confronte à un gorille qui sait quelque chose que nous ne savons pas, qui a appris quelque chose que nous, on n'a pas appris, et qui du coup nous met dans la position de reconnaître que ce singe est plus intelligent que nous, au moins dans ce domaine du langage des signes. Et donc bref, on lui demande, bon alors cet oiseau il est vivant, il est mort. Et donc évidemment Coco fait le signe mort, elle fait le signe mort et drapé, recouvert. Et le journaliste lui dit, mais d'après toi, où vont les animaux quand ils meurent? Et Coco a fait le signe qui correspondait à un trou confortable. Alors j'ai demandé à une professeure de langue des signes, je lui ai dit, évidemment il y a beaucoup de controverses, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Penny est pas un peu dingue? Est-ce qu'elle ne surinterprète pas? Et donc c'est factuel, non, elle ne surinterprète pas, le gorille a bel et bien appris à maîtriser les signes, et on n'est pas du tout dans le cadre d'une fiction, on est bien dans un documentaire, et il y a eu des tas d'autres expériences après qui ont été tout aussi concluantes, avec des singes qui ont appris à parler le langage des signes. Il y en a un autre qui est un bonobo, qui est vivant encore aujourd'hui, qui s'appelle Kanzi, qui utilise lui des tableaux, des espèces d'iPad avec des signes pour parler, donc elle appuie sur le signe, par exemple de la pomme, ça va prononcer le mot apple, et donc ça désigne vraiment ce dont elle a envie. On s'est rendu compte que Kanzi avait appris des langages de signes en regardant Coco. Elle reproduisait des signes faits par Coco et elle les réutilisait de façon cohérente. Donc il y a vraiment quelque chose on n'est pas dans la mystification, même si Penny Patterson a beaucoup souffert de ça, d'être traitée de folle et d'hystérique encore aujourd'hui. C'est-à-dire, on s'imaginait qu'en gros, elle était complètement gaga de son singe et qu'elle lui prêtait des intentions que le singe n'avait pas. Et Schroeder raconte qu'il a été lui-même très surpris un jour où on le voit dans le film, il y a une scène où Coco doit sortir, et donc Penny lui propose de mettre son pull jaune, et donc Coco réclame le pull rouge. Et si vous regardez bien la scène, Penny Patterson est étonnée. Elle ne comprend pas tout de suite pourquoi Coco fait le signe rouge. Et elle se souvient après coup qu'effectivement, il y a le pull rouge dans l'armoire d'à côté. Et ça a l'air d'un détail, mais c'est au moins aussi important que la conscience de la mort comme révolution, puisque ça veut dire que ce qui apparaissait depuis des siècles et des siècles comme un animal, donc comme d'un truc plutôt teubé, qui se protège pas qui se prolonge pas, qui se projette pas dans le futur, qui n'a pas trop de mémoire du passé, était en fait en train de penser à un objet qu'elle n'avait pas sous les yeux et qui était dans l'armoire et qu'elle se souvenait et dont elle se souvenait qu'elle l'aimait bien. Et donc à ce moment-là, ça a l'air tout bête l'animal qui demande le pull rouge, mais en fait c'est une révolution. Et si on regarde bien dans le film, Penny est étonnée et Schroeder dit non mais j'étais là, c'est dans les bonus, j'étais là, je l'ai vu, elle a réclamé le pull qui était dans le pull rouge qui était dans l'armoire. Et donc Penny sort le pull, lui donne et Coco est contente et accepte de sortir. Voilà. Alors ce que ça dit aussi, ça, la capacité à se projeter dans l'avenir, à se souvenir de choses passées, à avoir presque conscience de la mort, enfin je dis presque à avoir conscience de la mort, ça a été prouvé dans le cas de Coco, ça a été prouvé aussi dans le cas de tas d'autres singes, puisque je vous parlais encore des miracles que permettent les caméras numériques. Il n'y a pas longtemps, on a filmé une mère chimpanzé qui, pendant des jours et des jours, retournait voir le cadavre de son petit et essayait de le faire bouger, de le soulever, le mettait sur son dos. Donc elle avait conscience de qu'il était mort, elle avait conscience de qui c'était, elle se souvenait. Bon. On a repéré ça aussi chez les cétacés. On a vu des orques ramener leurs petits à la surface de l'eau pour le faire respirer pendant des jours et des jours après la mort du petit. Ce que ça dit, ça, c'est une forme de conscience de soi. Je vous parlais tout à l'heure de l'idée de sentience sur laquelle s'appuie l'antispécisme. C'est la preuve ultime de la sentience d'une grande partie des animaux. En fait. C'est-à-dire que à partir du moment où je perçois le futur d'une certaine manière et où j'ai une certaine manière du passé, je suis un individu différent de celui qui n'a pas eu la même vie que moi. Et à partir du moment où je suis un individu spécial, on ne peut plus parler de moi comme d'un spécimen de mon espèce, ce qu'on fait encore souvent. On voit dans les animaux des spécimens, c'est-à-dire en gros des clones d'un truc, avec un petit programme à l'intérieur comme une petite machine, donc ce qu'on appelle communément l'instinct. C'est-à-dire qu'on pense avoir évolué, enfin on pensait avoir évolué depuis Descartes qui disait que les animaux étaient des machines, mais en fait à chaque fois qu'on parle d'instinct chez les animaux, on est encore en train de reproduire ce schéma-là de quelque chose auquel les animaux obéissent, alors que nous, humains, nous avons dominé ça, nous avons dominé l'instinct. Et c'était l'idée d'instinct est en fait un des piliers
On peut parler d'impulsion, mais on peut parler d'impulsion chez les animaux, je pense, comme on peut parler d'impulsion chez les hommes. L'idée d'instinct est en fait un des piliers du spécisme, c'est-à-dire que ça fait des animaux encore des petites machines. Et à partir du moment où on voit les animaux comme des individus, avec un futur qui leur est propre, un passé qui leur est propre, une mémoire, un caractère, etc., on ne peut plus parler de spécimens. On parle du coup d'individus. Et en tant que tel, on ne défend plus les animaux comme des spécimens, mais comme des individus. Et c'est là qu'intervient l'antispécisme, et c'est là que l'antispécisme diffère de l'écologie. L'écologie, elle, cherche à protéger les espèces. Elle cherche à protéger les éléphants parce que c'est beau, parce que, raison annexe, vous savez, propre aux humains, on ne voudrait pas voir disparaître les éléphants parce qu'ils sont quand même super beaux. Qu'est-ce que ce serait triste, la savane sans les éléphants? C'est quelque chose qui nous est propre, on serait triste. Et l'antispécisme dit non, on défend les éléphants parce qu'il y a quelqu'un dans l'éléphant qui n'a pas envie de se prendre une balle dans la tête ou de voir son éléphanto se faire kidnapper. Voilà, alors je vais vous passer un extrait du psy. En fait, il y a un psy qui est interviewé dans Coco qui explique, alors il n'emploie pas le terme de sentience, puisque à l'époque c'est un concept encore très, très récent, mais quand il va parler lui d'intentionnalité. Et c'est exactement ça. Et il décrit l'intentionnalité en disant que c'est fondamental dans la constitution d'une personne. Et juste après, Schröder, qui, on l'a compris, prenait quand même plutôt fait et cause pour cet antispécisme qui n'est pas nommé, mais qui est celui de Penny. Juste après, Schröder vous montre Coco qui joue à se maquiller et qui se reconnaît dans le miroir. Alors, je vous passe l'extrait et je reviendrai sur l'importance de Coco qui se reconnaît dans le miroir. Voilà, donc juste après que le psy a expliqué le lien entre l'intentionnalité fondatrice de l'individualité et le test du miroir, Schröder vous montre une scène où il est absolument incontestable que Coco se reconnaît dans le miroir. Et ce qui est assez troublant ici, c'est aussi qu'elle se comporte vraiment comme un enfant humain. On sait que, indépendamment de l'intelligence que développent les animaux, une intelligence qui est propre à leur espèce, par exemple les oiseaux qui savent voler, les chimpanzés qui savent sauter d'arbre en arbre, les cétacés qui savent plonger, ce genre de choses, chanter, etc. Certaines espèces arrivent, en plus de l'intelligence qui est propre à leur espèce, à développer l'intelligence humaine jusqu'à un certain niveau. Et on sait que ces animaux il y en a certains qui arrivent à développer l'intelligence d'un enfant de 3 ans, par exemple, d'un enfant de 3 ou 4 ans. Et ici, on voit vraiment que Coco se comporte comme un gosse. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver ça bizarre ou limite un peu idiot de la voir se mettre de la poudre sur les yeux. On lui a dit que la poudre c'était sur les joues. Pourquoi elle ne se met pas la poudre sur les joues? Mais je pense vraiment qu'un gamin ferait un peu pareil. C'est-à-dire que si vous regardez bien, au début, Penny lui tend du mascara. Elle ouvre le tube de mascara et elle monte comme ça. Et elle referme le tube et elle tend le mascara à Coco. Donc Coco a envie de se mettre des choses, non pas sur les joues, mais sur les yeux, parce qu'elle a vu Penny sortir le mascara d'abord. Donc elle prend le tube, mais elle ne pense pas à l'ouvrir. Parce que c'est évidemment un truc de complexité supplémentaire. Donc elle essaie de se le mettre, et Penny lui dit non, non, pas ça. Donc elle reprend le mascara, et lui donne l'espèce de petit blaireau pour la poudre. Mais du coup, Coco, qui s'est mis en tête qu'elle voulait se maquiller les yeux, garde la même idée. Et je pense vraiment qu'un gamin aurait réagi pareil. Il a son idée de se maquiller les yeux, donc elle prend la poudre, et comme elle voit que ça marche de se mettre avec le blaireau sur les yeux, alors qu'elle n'y arrivait pas avec le mascara, elle se maquille les yeux comme ça pendant 5 minutes, et elle est toute contente de le faire. Le test du miroir a été depuis 1978 appliqué à des tas d'autres espèces. Alors on sait que Coco est la première de son espèce à avoir passé le test du miroir. Alors on a l'impression que les animaux passent le bac, mais c'est presque ça. Après les espèces n'ont pas de blanche. Ce qui est intéressant, c'est que chez les gorilles, tous les grands singes, donc les grands singes, c'est les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les bonobos et les gibbons. Tous les grands singes ont passé l'épreuve du test du miroir, les gibbons aussi. Et les gorilles, en revanche, l'ont mal passé. Ils l'ont vraiment eu au rattrapage, j'ai envie de dire. Puisque ce qui se passe avec les gorilles, c'est que quand on les met face à un miroir, ils vont pas oser regarder suffisamment longtemps pour voir que c'est eux. Les gorilles sont des animaux très... je me sens toujours un peu idiot de me retrouver à généraliser aussi, puisque je passe mon temps à dire que justement il faut faire attention à pas généraliser, à pas caricaturer les animaux. Mais les gorilles vont avoir tendance, quand ils se rencontrent, soit à se connaître, soit à se battre. Et donc un gorille mâle qu'on met devant un miroir, qui voit qu'il y a un autre gorille mâle qui bouge, il va pas s'approcher pour aller le regarder pour voir si c'est lui. Il va baisser les yeux. Si bien que les gorilles ont du mal à passer le test du miroir à cause de ça. Alors que les chimpanzés, non, ils s'éclatent, etc. Les éléphants d'Asie ont passé le test du miroir. Alors j'ai fait une
petite liste ici. Ah oui, mais juste avant, il faut que je finisse ce que je disais. Sur le fait que les singes et les grands singes sont parfois belliqueux, c'est la raison pour laquelle vous vous êtes peut-être posé la question pourquoi il n'y avait que des femmes qui avaient été envoyées étudier les animaux dans la nature. Vous savez, Diane Fossé, Jane Goodall, Birute Galdikas. Pourquoi c'est que des femmes? C'est parce que si vous envoyez des hommes, les singes mâles dominants vont les réduire en charpie au bout de 10 jours. Alors que Diane Fossé, étant une femelle, n'était pas perçue comme une menace par les singes, par les gorilles dominants du groupe. Et c'est pareil chez les orang-outans, et c'est pareil chez les chimpanzés. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des femmes primatologues. Seulement des femmes qui font avancer la primatologie, ce qui n'est pas plus mal après tout. Et donc pour le test du miroir, les éléphants d'Asie ont fait progresser, les éléphants d'Asie ont passé le test du miroir, tous les grands singes, les dauphins aussi bien sûr, qui jouent, qui s'amusent beaucoup, on leur met en gros on leur met une trace sur le front et on voit s'ils réagissent différemment quand il y a un miroir ou quand il y a juste une vitre. C'est-à-dire que les animaux vont faire la différence entre un dauphin derrière une vitre et le dauphin qui est eux-mêmes dans le miroir. Et donc on est en train de se rendre compte que les raies sont en train de passer ce test, les raies manta. Ce qui est encore une révolution, parce que les raies, c'est des poissons, contrairement aux dauphins, aux éléphants, aux gorilles, qui sont des mammifères. On a longtemps pensé que c'était un truc propre aux mammifères. Vous voyez, on était en train de faire des petites concessions aux animaux, de dire « Ouais, ok, les grands singes s'en tirent pas trop mal, mais c'est seulement les mammifères. » Bon, ok, les dauphins, mais c'est des mammifères aussi. Et là, les raies, c'est extrêmement récent. Quand on met une raie manta face à un miroir, on voit qu'elle se dresse comme ça devant. Les raies ont les yeux sous le corps. Donc, elle se met comme ça pour regarder. Et on sait que quand c'est une de ses congénères, elle passe normalement, et quand c'est une vitre, elle s'en moque complètement. Or ici, on a vraiment l'impression qu'elle regarde. Et alors, on n'a pas fini de rigoler, puisqu'on s'est rendu compte que les oiseaux étaient aussi capables de se reconnaître dans le miroir, et en particulier les pies et les corbeaux. Les corbeaux sont capables de faire des puzzles niveau 3 ans. Et les pies se reconnaissent dans le miroir. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on a longtemps pensé que les capacités cognitives dont dépendait la sentience, c'est-à-dire qui fait qu'on se reconnaît comme individu, on pensait que c'était lié au néocortex. Alors je n'ai pas fait de neurologie, mais voilà, c'est la partie du cerveau dont les oiseaux sont censés être dénués. Or, les pies se reconnaissent dans le miroir sans néocortex, ce qui implique des choses absolument vertigineuses, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à développer une intelligence avec d'autres outils que le cerveau humain. Et ça, en fait, c'est totalement possible, puisque les perroquets et les ménates, comme vous savez, on peut leur apprendre à parler. Un perroquet peut appeler j'avais une grand-mère qui avait une ménate qui disait maman quand elle rentrait, quoi. Et les perroquets qui disent bonjour, qui disent merci, et qui ne le disent pas n'importe quand, qui le disent à des situations bien données, arrivent à parler, non pas parce qu'ils ont des cordes vocales comme les humains, c'est des perroquets, mais parce que leur corps a un organe qui leur permet d'imiter les sons qu'ils veulent, ce qu'on appelle les convergences évolutives, c'est-à-dire qu'avec des organes différents, on arrive au même résultat. Et donc, autant on avait une convergence évolutive avec les perroquets qui arrivaient à reproduire la voix humaine sans cordes vocales. Soit dit en passant, les perroquets peuvent aussi imiter les chats. Il y a une vidéo YouTube que je vous recommande où on voit un perroquet miauler devant des chats et les chats sont complètement horrifiés. Mais le perroquet le fait très bien et il le fait parce qu'il sait qu'il y a des chats en face de lui. De la même manière, on a eu une convergence évolutive au niveau de la conscience de soi. Les oiseaux ont réussi à développer ça sans néocortex. Et on est encore en train de se demander comment. Alors apparemment, c'est parce que leurs neurones sont plus petits, sont plus denses. Enfin, c'est assez fou. Et last but not least, les fourmis réagissent différemment quand on les met face à un miroir. Et là encore, les tests ont été faits vraiment très proprement avec une vitre, un coup avec des fourmis de l'autre côté de la vitre, un coup avec un miroir, et clairement elles bougent différemment. Et apparemment, les fourmis devant le miroir, je sais que ça paraît vertigineux et je pense qu'il faudra encore quelques années pour que ce soit prouvé, ou peut-être qu'on exagère ou quoi, mais les fourmis se nettoient les antennes quand elles sont devant le miroir. Alors, je vous recommande d'aller jeter un œil à une page qui s'appelle Animal Cognition et qui recense toutes les découvertes comme ça dans le domaine de l'éthologie. Donc l'éthologie, c'est-à-dire le comportement animal. Et on est en ce moment en train d'en découvrir encore plus dans le domaine de l'intelligence animale que dans le domaine de l'univers. C'est-à-dire on s'est rendu compte qu'on pouvait aller plus loin qu'avant avec la nouvelle technologie.
La caméra, c'est évidemment la pointe de l'iceberg. On a toute une batterie d'autres outils qui nous permettent de découvrir des choses, et on en est là. Ce que fait aussi Schroeder dès le début du film, c'est donc Schroeder est très clair tout de suite. Le premier plan du film, si vous vous souvenez, c'est Coco qui est en train de regarder des images et qui fait le signe nuit, parce qu'il y a la nuit dans les images qu'elle regarde. Ça, évidemment, ça commence comme un parallèle avec le cinéaste, le cinéaste qui a l'œil dans sa caméra. On commence le film avec Coco qui a l'œil aussi dans une sorte de petite caméra. Donc c'est déjà une façon pour Schroeder de dire je vais faire mon film de façon très humble, ou d'une façon de dire d'annoncer cette espèce d'antispécisme larvé, n'est-ce pas? C'est aussi une manière de dire que Coco, première seconde du film, premier plan, souvenez-vous, Coco se projette dans l'irréel. Le film a à peine commencé qu'on se prend déjà une révolution en pleine tronche. C'est-à-dire que l'animal est capable de conceptualiser, de se dire que ce qu'il a en face de lui n'est pas la vraie nuit, mais est une image de nuit. Et on la voit faire le geste, faire le signe, et comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas en train de surinterpréter, elle signe vraiment le mot nuit. Et peu après, il fait non seulement du gorille, il y a une sorte de micro, de proto-cinéaste, il évoque aussi les capacités d'artiste des singes, puisque, souvenez-vous, il parle de la façon dont les singes construisent des mots avec le langage des signes. Vous savez, quand elle ne peut pas dire bague, alors elle dit bracelet de doigts, elle fait les signes bracelet et doigts. Elle ne peut pas dire pastèque, alors elle dit bonbon fruit ou un truc comme ça. Et en fait, quand il dit ça à Schroeder, il est encore en train de faire un énorme compliment, enfin de reconnaître quelque chose chez les singes. Alors là, pour le coup, c'est-à-dire qu'il en fait des artistes. Quand il dit au début de Coco, Gorille qui parle, que les singes ne reconnaissent pas le signe, le mot, le verbe comme une unité inviolable, c'est exactement ce que font les poètes, en particulier les poètes du XXe siècle, quand ils travaillent sur le langage. Donc le film Coco a à peine commencé que Schroeder vous dit bon, elle est capable de regarder des images comme nous, et elle est capable de créer, d'inventer des mots comme nous. Voilà. Et à partir de là, nous, ça nous paraît complètement farfelu, et d'ailleurs j'ai bien vu que quelqu'un s'était enfui quand j'ai commencé à parler des fourmis qui se reconnaissent dans le miroir, mais je pense que c'est parce qu'on a été forgés, nous, nés dans les années 80, dans une idéologie, dans une idéologie spéciste, c'est-à-dire on nous a appris que les animaux étaient radicalement différents. Et alors évidemment, l'antispécisme fonctionne comme une idéologie aussi, c'est juste l'idéologie contraire, mais on nous a appris, nous, gamins, qu'il y avait une sorte d'altérité radicale chez les animaux, et qu'on n'y comprendrait jamais rien, quoi. Et c'est ce qui donne encore aujourd'hui des auteurs comme Jean-Christophe Bailly qui vont vous pondre des pages et des pages et des pages pour vous expliquer l'insondable mystère absolu de l'altérité animale. Ce qui est en fait une bonne manière de se débarrasser de la possibilité d'essayer de comprendre ce qui se passe chez eux. Sans pour autant dire on va leur parler comme dans Yakari le petit indien. On peut, avec les outils aujourd'hui, essayer de voir ce qui se passe quand même un peu en déduisant chez eux. Mais à partir du moment où on reste dans nos habitudes, évidemment, on continue de se dire que de toute façon, on ne pourra jamais comprendre. Et ce qui est intéressant dans Coco, c'est qu'il y a vraiment des scènes qu'on pourrait montrer à des enfants aujourd'hui. À un moment donné, Coco, dans le film, montre ses yeux, montre ses lèvres, montre ses oreilles. Et je me demandais vraiment ce qui se passerait si on montrait cette scène-là à un enfant qui est en maternelle et qui fait rigoureusement le même exercice avec sa prof, enfin avec sa maîtresse, pardon. C'est-à-dire que si vous montrez cette scène-là de Coco à un enfant de 3 ans ou de 4 ans qui est à la maternelle, il va se dire « mais le singe, il fait comme moi et il y arrive aussi bien que moi ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la fondation intellectuelle de l'enfant, il partira sur une base qui est « le singe est aussi doué que moi et peut faire les mêmes choses que moi. Il reconnaît comme moi les yeux, le nez, la bouche, machin, machin, machin ». Et c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire encore aujourd'hui, en fait. Puisque si vous regardez bien, qu'est-ce que c'est un singe dans une classe de maternelle ? C'est un truc qui se gratte les aisselles, qui mange des bananes et qui pousse des cris. C'est ça l'image du singe qu'on donne. Si bien qu'on part dans la vie avec un présupposé spéciste, qui fait que le singe est radicalement différent, qui est un truc qui est drôle, qui est un peu taré, voilà. Alors que je ne dis pas qu'il faut complètement abolir le côté un peu folklorique du singe, la représentation folklorique du singe, bien sûr. Mais je pense qu'il y aurait quand même quelque chose d'extrêmement productif dans le fait de confronter des enfants très jeunes
aux capacités cognitives des singes au moment où ils sont encore un peu ex aequo, si vous voulez. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui était déjà larvé dans l'Enfant sauvage de Truffaut, et c'est juste au début des années 70, l'Enfant sauvage. Vous vous souvenez, donc c'est un peu le film, j'aurais pu choisir celui-là aussi, Truffaut qui raconte comment on a découvert un enfant qui avait vécu dans les bois et qui du coup avait été, il a fallu complètement le rééduquer, quoi. Et il y avait déjà un peu l'idée de jouer avec la frontière homme-animal. Sauf qu'évidemment, à la fin, Truffaut retombe sur ses pattes, puisque l'enfant, ayant grandi dans la forêt, est complètement assimilé par les humains et redevient un humain, parce que c'était un humain à la base, et il préfère rester avec les humains plutôt que de retourner dans la forêt. Alors voilà, toutes ces révolutions, toutes ces découvertes donnent sur des travaux en cours en ce moment, des travaux juridiques, et en particulier les travaux d'un juriste américain qui s'appelle Stephen Wise et qui milite pour qu'on élargisse les droits fondamentaux. Alors peut-être pas tout de suite jusqu'aux fourmis, parce que ça va être compliqué de l'appliquer, mais au minimum jusqu'aux grands singes. C'est-à-dire que ils en parlent à la fin de Coco, et dit, la voix off dit, mais est-ce que tuer un coco, est-ce que tuer Coco c'est un délit? Est-ce que tuer Coco c'est un crime? Et il explique non, c'est qu'un délit. Il y a ça à la fin du film. Et on se rend bien compte que c'est choquant, puisque Coco étant quelqu'un, à partir du moment où on la tue, logiquement, ça doit être un meurtre. Or, même aujourd'hui, pour nous, mais c'est parce qu'on a été élevé dans les années 80, quand on parle d'un meurtre pour tuer un grand singe, ça nous paraît complètement fantaisiste. Alors que rationnellement, si on regarde bien, on tue quelqu'un d'unique, quoi. Et on le prive de tout ce qui aurait pu être sa vie après et qui lui aurait été propre. Et donc, il y a des juristes qui travaillent sur ça, c'est-à-dire élargir les droits fondamentaux aux grands singes, et par droits fondamentaux, ils entendent le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à l'intégrité corporelle. Évidemment, le droit à l'intégrité corporelle, là où il gratte un petit peu, c'est que si vous voulez faire des tests pour le Téléthon et faire progresser la recherche, vous êtes bien obligé de charcuter 2 ou 3 singes. Enfin, vous êtes obligé. On part du principe qu'on est obligé de charcuter 2 ou 3 singes. Et c'est là que la technologie intervient et dit, aujourd'hui, on a des alternatives. On peut faire progresser la recherche autrement qu'en faisant ce truc moralement un peu foireux qui consiste à charcuter des singes. Et à partir du moment où on peut se permettre technologiquement de faire des alternatives, alors le droit doit suivre. Et le droit peut pousser et du coup reconnaître des droits à ces singes-là, qui obligera en plus la recherche à se recycler encore plus vite. Alors je vais juste vous lire un extrait de Stephen Wise. Donc il a écrit 2 textes importants. Il y en a un qui s'appelle Rattling the Cage, secouer la cage, et l'autre s'appelle Drawing the Line, donc tracer la ligne entre l'homme et le singe, bien sûr. Donc Stephen Wise, qui est juriste, qui est prof à Harvard, lui, prof de droit animalier à Harvard, écrit ça. Pendant 4000 ans, un mur juridique épais et impénétrable a séparé tous les animaux humains de tous les animaux non humains. D'un côté, les intérêts, même les plus triviaux, d'une unique espèce, donc la nôtre, sont jalousement gardés. Nous nous sommes attribués à nous seuls, parmi les millions d'espèces animales, le statut de personne juridique. De l'autre côté de ce mur, un règne entier est mis au rebut du droit. Pas seulement les chimpanzés et bonobos, mais aussi les gorilles, les orang-outans, les singes, les chiens, les éléphants et les dauphins. Ils sont des choses pour la loi. Leurs intérêts les plus essentiels et fondamentaux, leurs souffrances, leur vie, leur liberté, sont délibérément ignorés, souvent piétinés avec malveillance et violés de façon routinière. Des philosophes de l'Antiquité ont affirmé que tous les animaux non humains n'avaient été conçus et placés sur cette terre qu'à l'attention des êtres humains. Des juristes de l'Antiquité ont déclaré que le droit n'avait été créé que pour les êtres humains. Bien que la philosophie et la science se soient rétractées depuis longtemps, le droit, lui, ne l'a pas fait. Donc il développe un petit peu et il conclut. Et vous allez voir, il y a encore une sorte de gêne qu'on peut éprouver quand il en parle, mais rationnellement parlant, ça se tient. J'espère que vous en conclurez, comme je le fais au chapitre 11, que la justice exige que les chimpanzés jouissent de la personnalité juridique et des droits fondamentaux à l'intégrité et à la liberté physique. Maintenant, il faut cesser de les kidnapper, de les vendre, de les emprisonner et de les vivisecter, maintenant. Les mauvais traitements et les meurtres dont ils sont les victimes doivent être interdits pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un génocide. Et ce texte-là date de 2002. Et vous voyez que c'est en train d'avancer, mais assez lentement.
Alors, sur ce qui fait qu'on est gêné encore un petit peu, c'est que évidemment, on continue de réfléchir en disant qu'il y a des mots qui sont uniquement employés pour les humains et d'autres pour les animaux. Et il se passe quelque chose qui est peut-être un peu gênant à la fin de Coco aussi, c'est quand Schröder compare Coco à un humain handicapé mental. C'est-à-dire qu'il explique à un moment donné que un humain qui a des difficultés de développement intellectuel, un humain handicapé mental donc, a exactement les mêmes droits fondamentaux qu'un humain, que Einstein ou qu'un prix Nobel. Bon. Donc c'est bien la preuve que l'intelligence ne peut pas être un critère pour l'attribution des droits fondamentaux et que donc, à partir du moment où les grands singes ont une certaine intelligence, on peut les leur attribuer aussi. Cet argument-là, qui consiste à comparer des grands singes ou des grands primates à des handicapés mentaux, c'est un argument qui revient très souvent dans l'argumentaire antispéciste, qu'on retrouve dans la libération animale, et qui est employé ici, et qui consiste en fait à dire, disons que, à minima, pour commencer, on pourrait déjà accorder aux grands singes les droits qu'on accorde, tous les droits, l'intégralité des droits qu'on accorde aux attardés mentaux, ou même au Vincent, comment il s'appelle, celui qui est complètement paralysé et qu'on ne veut pas euthanasier. Voilà. À minima, les mêmes droits qu'à Vincent Lambert aux grands singes. Pourquoi pas voilà, et donc cet argument-là s'appelle l'argument des cas marginaux. Et il y a un autre argument qui est avancé à la fin de Coco, et qui est aussi un argument qui a tendance à faire grincer des dents au début, qui peut faire grincer des dents, c'est l'argument de la convergence des luttes, c'est-à-dire de dire que la lutte pour l'émancipation des esclaves noirs au XIXe siècle, la lutte pour l'émancipation des femmes fonctionne exactement de la même manière que la lutte pour les droits des animaux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un système d'oppression qui est, dans les trois cas, qui est dans les trois cas lié à ce qu'on appelle patriarcat, c'est-à-dire que c'est des mâles blancs hétérosexuels qui vont contrôler les esclaves au 19e, les femmes au 20e et les animaux aujourd'hui. Et cette idée de la convergence des luttes est mentionnée à la fin du film. Voilà, alors je vais vous passer du coup après un nouvel extrait où on voit que Coco se projette vraiment dans l'irréel avec la scène du poupon et jusqu'où l'affrontement, la planète des singes, l'affrontement tire des conclusions de tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas passé d'extrait en plus. Voici. You want her? Baby? Yes, baby Coco's. And look, Coco, here's something to feed her. No, not Coco Sip, baby Sip. Okay? You give baby drink. Coco, no, don't open it. No. Let's put something in there. No, it actually doesn't have a hole. Give baby. Yes. To baby. Yeah. Yes. You know it's empty, right? But the baby doesn't mind. Voilà, donc on voit qu'ici, elle comprend qu'il s'agit de faire semblant avec le bébé. Et donc la planète des singes, l'affrontement, va un tout petit peu plus loin en imaginant que ce singe-là va même essayer de faire semblant de lire ou essayer d'apprendre à lire, de la même manière que Coco apprend à jouer. Alors voilà, toutes ces histoires de convergence des luttes, de cas marginaux, de personnalités d'individus, etc., fait peut-être que vous avez un mot qui vous brûle les lèvres depuis tout à l'heure et qui est évidemment l'idée d'anthropomorphisme. Est-ce qu'on n'est pas en train d'anthropomorphiser cette histoire de ces animaux? Bon, alors évidemment, il y a tout ce que je vous ai raconté était de l'ordre de la recherche scientifique, c'est-à-dire que je me base sur des faits qui ont été trouvés, et ici, évidemment, le singe qui apprend à lire, on est dans la fiction. Mais la fiction, on se contente juste d'aller un tout petit peu plus loin que ce qui a été découvert. Mais là encore, je ne pense pas que l'anthropomorphisme soit quelque chose à jeter en bloc. Et ça, c'est un prof d'histoire qui explique ça, qui est l'auteur d'un livre sur les animaux pendant la Première Guerre mondiale,
qui s'appelle Bête des tranchées. L'auteur s'appelle Éric Baratet et il a réécrit cette histoire, qui est ce livre qui est la Première Guerre mondiale du point de vue des animaux. Et il explique qu'en fait, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, en fait, loin d'être une projection, c'est-à-dire on va projeter de la tristesse sur une girafe dans une cage, et en fait une lecture, c'est-à-dire qu'on va lire avec notre langage, la tristesse, quelque chose qui est présent, qui est émané, qui émane de l'animal. Et de la même manière, Penny Patterson ne se cache pas derrière l'anthropomorphisme comme derrière son petit doigt. C'est-à-dire qu'elle reconnaît qu'elle est en train de changer son rapport à l'animal. Mais là où les gens qui l'accusent d'humaniser Coco, elle a une très belle formule. Elle dit qu'elle... alors c'est évidemment complètement intraduisible. On l'accuse de humanize Coco et elle dit I don't humanize her, I peopleize her. C'est-à-dire je la peopleise, j'en fais une personne en fait. Et c'est évidemment ça, il ne s'agit pas de faire de Coco un humain, il s'agit d'en faire un individu et une personne, c'est-à-dire de permettre à Coco d'être un peu l'ambassadeur des gorilles pour prouver en fait que Coco, elle, a pu prouver qu'elle était une personne parce qu'elle avait le langage des signes, mais que évidemment les singes qui vivent à l'état sauvage depuis des millénaires sont eux aussi des personnes, c'est juste qu'on n'est jamais allé leur apprendre le langage des signes pour qu'ils le prouvent. Tout ça, évidemment, ça pose la question de l'inné et de l'acquis, c'est-à-dire que je parlais de l'instinct tout à l'heure, on se rend compte petit à petit que les animaux ne savent que ce qu'on leur apprend, c'est-à-dire que les singes vont s'exprimer d'une certaine manière parce qu'on leur a appris, parce qu'ils l'ont appris auprès des leurs. Les dauphins apprennent à chasser auprès des leurs, les singes apprennent à cueillir des fruits plutôt que d'autres. Il y a une école au Pérou qui est une véritable école de singes où on récupère des singes qui ont été enfermés pendant toute leur vie, et avant de les relâcher dans la nature, ils passent par une école où on leur apprend à grimper aux arbres, à ne pas avoir peur des hauteurs, à choisir les fruits, etc. Et tout ça, évidemment, c'est quelque chose qui passe très mal. Et il y a quelque chose que j'aimerais vraiment vous montrer, c'est les bonus de Coco. Dans les bonus de Coco, vous avez une sorte de spécialiste, d'anthropologue, de spécialiste de l'animal qui vient et qui vous explique que Penny Patterson est complètement hystérique et que tout ça, c'est une fiction bien ficelée. Donc le type est d'ultra mauvaise foi. Or, ce qui est hyper intéressant ici, c'est que le générique des bonus, vous allez voir, on entend des cris de singes. On entend des cris de singes, un peu comme des cris de singes comme les singes qu'on montre aux enfants en maternelle quand ils se grattent les aisselles et qu'ils ont les bananes. Et après ça, on a une sorte de grand silence et on a l'homme civilisé qui arrive et qui parle avec ses mains et son visage et ses expressions de prof à l'EHESS et tout ça. Et de façon assez amusante, il y a un peu le même effet dans La planète des singes, mais évidemment de façon un peu caricaturale. Vous avez les singes qui sont en train de se disputer entre eux et qui font des cris de singes. Et à ce moment-là, vous avez César qui est le singe qui va essayer de pacifier ses semblables et de leur apprendre à s'élever un petit peu, qui met le silence et qui commence à parler en langage des signes. Ce qui est intéressant ici, c'est que Coco, dans le film de Barbet Schroeder, ne pousse pas un seul cri de singe. À aucun moment, on l'entend faire des cris de singe. Le film de Schroeder a été bruité. En fait, le problème, c'est que vous savez, pour prendre le son, faut la perche comme ça avec le machin. Et Coco, ça la faisait marrer, elle essayait de l'attraper, elle voulait jouer avec. C'était absolument impossible d'avoir une perche. Du coup, Penny Patterson a un micro, mais il manquait du son. Donc en fait, ça a été bruité, Coco le gorille. À un moment donné, Coco fait un bisou à Penny Patterson et ça fait vraiment... Et c'est un bruitage rajouté après. Mais, alors c'est peut-être un choix délibéré de Schroeder, mais en tout cas on ne voit pas vraiment Coco pousser des cris de singe. Donc quand dans les bonus, ils vous rajoutent des cris de singe, en fait c'est du hors-sujet total, c'est du contresens total, de rajouter des bruits de singe pour représenter Coco. Mais en fait c'est juste un moyen de mettre en valeur l'homme qui vient parler après, avec tout son petit discours spéciste. Alors je vous passe le bonus, vous allez voir, et après je vous passerai La planète des singes. Donc les cris de singe qu'on entend, on ne les entend pas une seule fois dans le film. Et alors l'extrait 8, il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Bon, écoutez, vous irez jeter un œil c'est pas grave. Vous irez jeter un œil au film, de toute façon il fallait que j'accélère. Mais dans le film il y a un peu le même truc. Les singes qui se disputent, ça fait des bruits de singe, et le singe plus éduqué arrive après. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors je vais passer tout de suite l'autre extrait fondamental de Coco, qui est le moment où on discute de ce qu'on plaque sur la nature, ce qu'on plaque sur Coco. Lorsqu'ils sont libres, les gorilles vivent en...
Et alors, lorsqu'ils sont libres, les gorilles vivent en groupe, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la voix off plaque sur le gorille dans la nature. Je vous rappelle, à l'époque, Diane Fossey est en train de faire ses rapports, donc officiellement, on connaît encore vraiment très très peu sur ce qui se passe dans la nature. La voix off vous explique que dans la nature, les gorilles sont dans une sorte de relation de dominance où il faut respecter le plus fort, et c'est en fait, alors que ça a l'air plutôt scientifiquement crédible, une vision idéologique de la nature. C'est-à-dire qu'on plaque, on est dans les années 70, donc on plaque plutôt une relation genre un peu comme l'armée, quoi. Si vous voulez, dans la nature, il faut respecter le supérieur et respecter le supérieur, machin. Et l'instant d'après, vous allez voir, Penny fait exactement la même chose. Elle plaque quelque chose sur la nature, mais elle plaque ce qui l'arrange, elle. C'est-à-dire que la voix off, ce qui l'arrange, c'est de plaquer la relation hiérarchique de l'armée. Et Penny, elle plaque la relation maternelle. Et elle dit, je pense que dans la nature, la mère est très importante aussi. Et du coup, cet extrait-là dit un peu les deux choses. Dit à la fois ce qu'on imagine de la nature, qu'on imagine des choses qui nous arrangent, et que de toute façon, c'est quelque chose qui s'apprend. Il n'y a rien qui est immuable. Il n'y a rien de absolument naturel et d'intouchable, en fait. Dans la nature, les choses sont comme elles se construisent à ce moment-là. Dans les relations, il peut y avoir une femelle qui va être plus forte, ou vous voyez, ça peut changer. Et ici, le film on a l'intuition, puisqu'il explique que Coco, ici, est le premier gorille blanc américain protestant. De cette hiérarchie. J'espère que c'est pareil avec elle. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de loi de choses quand même immuables. Par exemple, on sait que chez les orques, c'est des sociétés plutôt matriarcales, et que chez les lions, c'est plutôt l'inverse. Mais ce que je dis, c'est qu'on plaque énormément de choses sur la nature, et que la nature est très souvent utilisée comme un outil idéologique auquel on fait dire à peu près ce qu'on veut. Un outil un peu bien pratique. Enfin, vous connaissez Rousseau, je ne vous apprends rien. Et voilà. Donc, voilà. Et ah oui, donc dans le genre, la dernière grande découverte en date, dans le film de la planète des singes, une des choses qui constitue les singes comme des espèces d'égos des humains, c'est que les chimpanzés décident de ne plus se tuer entre eux. Donc ce qui fait la base de la société des singes, c'est la loi Ape, not kill ape. Les singes voilà. Et ce qui donne l'impression qu'en gros, si on arrête de tuer ses semblables, on devient quelqu'un on a une société qui tourne. Et on s'est rendu compte très récemment qu'en fait, la société la plus violente, les animaux qui se tuaient le plus les uns entre eux, c'était en fait les suricates. C'est sorti il y a une semaine. Les suricates se mangent entre eux, sont complètement cannibales, enfin, c'est affreux apparemment. Et en même temps, on a découvert aussi que les suricates avaient des véritables écoles. On sait que c'est des animaux qui, vous savez, ils doivent tuer des scorpions. Et on s'est rendu compte que les adultes, donc pas forcément les parents des petits, des espèces de profs en fait, des profs suricates, qui prennent les scorpions, qui leur enlèvent le bout de la queue pour apprendre aux petits à tuer le scorpion sans se faire piquer. Et après, on progresse, c'est-à-dire qu'ils tuent d'abord le scorpion sans la queue, et après on leur donne un scorpion avec la queue. Il y a une sorte de progression comme ça. C'est pareil, ultra récent. Regardez, vous regarderez sur BBC Nature ou je sais pas quoi, les écoles de suricates, c'est assez étonnant. Voilà, et donc je voudrais vraiment conclure sur l'importance de la technologie, comment la technologie a fait progresser tout ça. Puisque la caméra, c'est une chose, mais vous voyez que les singes de la planète des singes sont des images de synthèse. Et la grande différence aussi entre les singes de 1968 et les singes d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on peut les différencier, on peut les animer beaucoup mieux. Avant, c'était juste du maquillage, donc les singes de 1968 ont un peu tous la même tête. Donc on a encore l'impression que c'est des spécimens, si vous voulez. Il y a en gros l'orang-outan, la femelle, et puis le gros gorille, quoi, dans celui de 68. Mais ils se ressemblent quasiment tous. Dans le Planète des singes d'aujourd'hui, ils ont fait un travail d'individuation des singes entre eux qui est très intéressant. C'est-à-dire que vous avez celui qui a la cicatrice, celui qui a les yeux verts, celui qui est plutôt prognate, celui qui est plutôt musclé, etc. Et même sur les traits du visage, ils ont fait ce travail de distinction des animaux entre eux. Le truc le plus spectaculaire en la matière, c'est même dans Ant-Man, où il y a un travail d'individuation des fourmis. Où, on s'attache aux fourmis, on les différencie entre elles. Mais en tout cas, sur la planète des singes, c'est possible grâce aux images de synthèse. Voilà. Et il y a déjà un peu cette envie, cette intuition que la technologie va nous aider dans Coco, puisqu'à un moment donné, ils expliquent que ce que dit Coco va être entré dans un ordinateur qui va
décrypter la grammaire de ce qu'elle dit, machin. Alors qu'on se dit, n'importe qui peut décrypter la grammaire, pourquoi on aurait besoin d'un ordinateur pour décrypter la grammaire de Coco, oui. Mais ils sont super fiers dans le film de Barbet Schroeder de dire, mais c'est un ordinateur qui va nous aider. Et c'est parce que c'est ça, on a effectivement besoin de la technologie pour avancer, pour faire avancer les découvertes. Voilà, et du coup je finirai en vous passant juste un extrait du dernier Planète des singes, où cette fois-ci, du coup c'est le singe qui s'empare de la caméra et qui pense avec un peu de nostalgie à cette période déjà révolue, puisqu'on est maintenant dans le futur, où on apprenait le langage des signes aux grands singes, et où on découvrait du coup qu'ils étaient des gens. Et après ça, je me tairai et je vous remercierai. Merci beaucoup Camille. On va juste prendre le temps de 2 questions malgré tout parce que Oui. Voilà, j'imagine que c'est un film qui ne vous a pas laissé indifférent et puis l'intervention de Camille ensuite a soulevé un certain nombre de problématiques extrêmement riches. Alors oui, je vous donne la parole là-bas et puis ensuite à vous. En fait, moi, il y a une ou deux choses qui m'ont choquée dans le film. La première chose, c'est le moment où elle lui dit « tu es méchante, t'as pas été sage ». Et le fait qu'elle lui impose une morale comme ça humaine m'a un peu dérangée. Et enfin, l'idée que pour devenir un individu, en fait, il faut adopter le langage du dominant, et là, en l'occurrence, le langage humain. Et du coup, quand elle parle à un moment donné de faire une famille de gorilles communicants, je trouve que c'est aussi interférer dans les relations naturelles de l'animal avec leur communication à eux. Donc finalement, j'ai trouvé qu'il y avait une limite à cet antispécisme. Voilà. Oui, je pense qu'on est tous spontanément gênés à l'idée d'interférer avec la nature. On n'aime pas l'idée de changer ce qui nous paraît fonctionner parfaitement. Je pense qu'elle est en train de travailler sur un pont, en fait. Elle est juste en train d'essayer d'aider Coco, qui de toute façon était sortie de la nature. Elle était dans un zoo avec du béton. Elle était fichue, Coco. Enfin, elle n'aurait jamais vécu comme un gorille normal. Donc à partir de là, la laisser moisir dans sa geôle ou lui apprendre le langage des signes, à la limite, puisqu'il faut intervenir, autant lui apprendre quelque chose d'utile. Ceci étant dit, on sait qu'elle a rencontré Diane Fossé, Coco, et que Diane Fossé, elle, avait appris les vocalisations des gorilles. Et Diane Fossé, évidemment, face à Coco, s'est mise à parler gorille. Et on sait que Coco était bluffée et était très, très étonnée de voir une humaine lui parler en retour dans sa langue. Après, oui, il y a quelque chose d'un peu gênant dans l'idée de vouloir fabriquer une petite famille de singes qui parlent, etc. Mais, bon, de toute façon, on sait que ça n'a pas marché. On sait que Coco n'a pas eu d'enfants. À chaque fois qu'on lui présentait des mâles, elle les traitait comme ses potes. Enfin, c'est comme ses amis, comme ses friends, quoi. Donc elle ne s'est pas reproduite, ce qui n'est pas très grave en soi. Voilà. Je pense oui, voilà. Il y a eu une autre chose que j'avais envie de vous répondre, mais elle me reviendra tout à l'heure. On pourra en reparler. Merci. Vous parliez de convergence des luttes tout à l'heure. Et moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est que je trouve qu'il y a plein de passages très sexistes dans ce film. Par exemple, je m'interroge sur est-ce qu'on aurait donné du maquillage à un gorille mâle, par exemple? Et je suis sûr que non. Et d'ailleurs, dans le film, dans La Planète des singes, c'est pareil. Chez les singes, il n'y a pas un personnage féminin intéressant. Il y a la mère qui fait son rôle de mère et qui penche la tête d'un air compatissant quand elle voit son mari blessé. Mais à part ça, c'est un film hyper sexiste. Il n'y a pas de personnage. Le dernier Planète des singes. Ouais. Oui. Et du coup, c'est intéressant par rapport à la convergence des luttes, parce qu'il n'y a pas trop de convergence, en fait. Je dis pas que c'est systématique, je dis que ça arrive, que c'est quelque chose c'est des choses qui se répondent, mais évidemment, en 78, on n'en était pas là. Et puis la Penny Patterson, quand elle est présentée, une des premières choses qu'on dit, c'est « elle n'a pas d'enfant ». Je pense que si ça avait été un homme, on n'aurait jamais rien dit de tel. C'est sûr, bien sûr, Barbet Schroeder, il est loin d'être une fémène, enfin, bien sûr. Sans vouloir placer les fémènes comme des parangons du progressisme non plus, mais oui.
Oui. Non, je dis pas que c'est systématique. Je dis que c'est des choses qui se répondent et qui se croisent parfois. Et c'est vrai que le personnage de Fred Apinto dans le premier Planète des singes est complètement raté. Et bien sûr, non. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Troisième question. Oui, bonjour. J'étais juste curieuse de savoir ce que c'était le film marqué Origine Chien que vous nous avez pas diffusé. C'est dans la scène de la Planète des singes, donc celui d'avant. Il y a une scène que j'ai pas eu le temps de vous montrer où ils emmènent César se promener et il a une laisse. C'est très dérangeant dans Coco de voir qu'ils tiennent Coco en laisse, que Penny tient Coco en laisse. Puisque justement, c'est comme sa fille ou quoi, pourquoi elle lui met ce truc autour du cou, qui est une chaîne en plus, donc on sait à quoi c'est associé, les chaînes, c'est vraiment hyper violent comme image. Alors après, comme je racontais à Suzanne hier, moi ça me choque modérément, parce que quand j'étais gamin, ma mère me tenait en laisse, voilà. Donc finalement, ça peut être un moyen comme un autre. Mais il y a cette scène dans La Planète des singes avec James Franco. Donc, c'était une laisse, c'était pas autour de mon cou non plus, c'était un harnais, je vous rassure. Hein. Mais il y a cette scène où César se promène en laisse dans la forêt et croise un chien en laisse aussi. Et du coup, César demande en langage des signes à son maître James Franco et lui dit est-ce que moi aussi je suis un animal de compagnie ? Et James Franco lui dit non, et il lui raconte la vérité, et lui dit où il l'a trouvé, et tout ça. Donc je voulais juste passer le moment où le singe croise le chien et dit est-ce que je suis comme lui ? Voilà. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu le temps. Oui, non, mais vous regardez ces films, c'est des films hyper intéressants quand même. Et on va devoir s'arrêter là pour Oui. laisser la parole ensuite à Stéphane Coulon. Mais un grand merci à toi, Camille. Merci à vous.